Bonjour camarades, ici Renard au micro. Bienvenue à toi au Bon Sens Paysan pour cette nouvelle vidéo. Je te rappelle qu'en nous écoutant, en likant ou en commentant, tu participes à notre référencement et tu nous aides à passer le message pour toucher tous les jours un peu plus de patriotes à nous rejoindre. Alors je compte vraiment sur toi pour le faire. Aujourd'hui, une vidéo assez longue pour faire suite à la dernière attaque terroriste en date, cette décapitation d'un enseignant dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine. C'est donc encore un peu choqué par l'événement que j'ai décidé d'aborder le thème du terrorisme en France et de ses effets insidieux sur notre société. Et on commence tout de suite. Les jeunes s'en souviennent pas forcément, mais il y a encore une dizaine d'années, on vivait tous plus ou moins dans l'insouciance. Il y avait de l'insécurité, c'est sûr, mais on vivait quand même pas avec en permanence cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, ce sentiment qu'un terroriste pouvait venir s'en prendre à vous au mauvais coin de la rue. Mais au final, d'où vient ce sentiment? D'où vient ce stress permanent qu'on peut ressentir et surtout, où est-ce qu'on va comme ça? Eh ben, pour bien comprendre comment on est arrivé là, il faut revenir aux origines du mal, si je puis dire. On ne peut pas vraiment parler de terrorisme sans évoquer forcément les attentats du World Trade Center. Vous étiez peut-être pas tous nés à l'époque, mais moi je m'en souviens très bien. Je revenais de l'école, j'avais découvert ça médusé comme tout le monde. Et même si il y a eu d'autres attaques terroristes avant celle-là, ce qui s'est passé ce jour-là, ça a vraiment marqué le début d'une nouvelle ère. Cette attaque, en fait, elle a conduit le monde à plusieurs conflits déjà, qui chacun ont entraîné d'autres attaques et d'autres conflits. Mais elle a surtout inspiré finalement tous les candidats au djihad à faire de même, quoi. Et c'est vraiment cet événement marquant qui a fait que. Au final, je voudrais pas tellement creuser ce qui s'est passé aux États-Unis, mais bien en quoi nous, le peuple français, on a été impliqué par le développement du terrorisme international. Je pense qu'on peut dire que l'événement marquant chez nous, ça a été les attaques de Mohamed Merah, ce jeune de cité, entre guillemets, a tué en 2012 7 personnes, dont 3 enfants à Toulouse et Montauban. Baptisé le tueur au scooter, à cause du scooter dont il se servait pour ses déplacements, il sera finalement abattu au terme d'une tentative d'interpellation qui a duré 32 heures, retransmise en boucle sur toutes les chaînes de télé. Petit délinquant des quartiers, il s'était radicalisé en prison avant de pouvoir voyager tranquillou bilou au Proche-Orient, en Afghanistan et au Pakistan avant de revenir en France et commettre ses attaques préparées avec soin. La situation en France empire alors petit à petit sur la question. Et ce alors qu'au Proche-Orient, déstabilisé depuis des années, on voit apparaître un nouvel ennemi, l'État islamique, ou Daesh pour les intimes. En effet, en juin 2014, l'organisation terroriste militaire et politique instaure un califat, formant un proto-État en Irak et en Syrie, où il met en place un système totalitaire fédérant autour de lui d'autres groupes à travers le monde. Rapidement, jusqu'à 1700 Français, entre guillemets, essentiellement des hommes mais aussi des femmes et des enfants, quittent la France pour se battre aux côtés du groupe terroriste. La majorité a moins de 30 ans et beaucoup sont ce qu'on appelle des nouveaux convertis, encore une fois entre guillemets. D'autres se radicalisent sur place en France, alourdissant les risques d'attaque sur notre sol. La situation est explosive, tout le monde se met à redouter une attaque et finalement elle se produit, c'est l'attaque de Charlie Hebdo. Pour bien comprendre cette affaire, parce qu'on a souvent tendance à parler des caricatures de Charlie Hebdo, il faut remonter bien plus tôt en fait, en novembre 2004 aux Pays-Bas, avec l'assassinat de Theo van Gogh, l'arrière-petit-neveu du célèbre peintre. Réalisateur et polémiste, il venait de terminer un court-métrage du nom de Soumission, dénonçant les abus commis au nom du Coran, quand il fut exécuté de 8 balles dans la tête et presque décapité par Mohamed Bouyeri, un, rouvrez les guillemets, jeune néerlandais d'origine marocaine. En 2005, le journaliste danois Kare Bludgen s'apprête à publier une biographie de Mahomet quand il annonce peiner à trouver des illustrateurs pour dessiner Mahomet pour le livre. Vous voyez, déjà à l'époque, en 2005, la plupart des dessinateurs avaient déjà peur de subir les représailles des islamistes, surtout avec ce qui était arrivé à Van Gogh l'année passée. C'est donc suite à son appel à l'aide que le rédacteur en chef des pages culture du quotidien danois Jyllands-Posten lui a répondu en demandant à 40 illustrateurs de faire des dessins de Mahomet. Sur les 40, 12 seulement ont répondu, et leurs 12 dessins ont donc été édités dans le journal, édition ayant donné lieu à l'une des plus grandes polémiques mondiales sur la question. Ces dessins et ce qu'ils représentent sont assez peu méconnus en France. L'un d'eux montre un dessinateur inquiet cachant le portrait de Mahomet qu'il est en train de tracer, un peu comme à l'école.
Un autre Mahomet au ciel accueillant d'un air désolé des musulmans, sans doute auteurs d'attentats suicides, en leur disant qu'il n'y a malheureusement plus de vierges pour eux. Celui qui fait toutefois le plus de bruit reste celui montrant Mahomet coiffé d'un turban en forme de bombe. Les effets ne font pas attendre. 2 semaines après la publication, des milliers de musulmans manifestent à Copenhague. Le lendemain, un jeune, à nouveau entre guillemets, de 17 ans, est arrêté après avoir menacé de mort deux des dessinateurs. Quelques jours plus tard, 11 ambassadeurs des pays musulmans demandent à être reçus par le Premier ministre danois. Quelques jours plus tard, un groupe extrémiste du Pakistan met à prix la tête des dessinateurs. Quand la situation s'embrase internationalement, quelques médias européens, bon, ils sont pas nombreux, prennent le parti de reprendre les caricatures à leur tour pour soutenir le journal danois. C'est là que Charlie Hebdo entre en scène, en publiant non seulement les caricatures, mais en rajoutant d'autres, en faisant participer ces caricaturistes réguliers. Après la publication des caricatures, le journal, qui a pris l'habitude de s'en prendre finalement à toutes les religions, se fait assigner en justice par deux organisations islamiques. Elles sont alors déboutées, mais en 2011, soit 5 ans après la publication des caricatures, un jet de cocktail Molotov incendie les locaux du journal. Un peu plus tard, une vingtaine de personnes, proches de l'islam radical, malheureusement médiatisées, pour moi, publient une tribune pour la défense de l'islam radical contre la liberté d'expression à la française. En 2013, donc 2 années après ça, Charlie Hebdo publie un numéro sur la vie de Mahomet, sous forme d'une BD, le représentant donc à nouveau, ce qui provoque une nouvelle levée de boucliers dans le monde entier. Les menaces de mort fusent dans tous les sens. Le 7 janvier 2015, au matin de la fusillade, le numéro de Charlie Hebdo est publié avec, en une caricature de Michel Houellebecq, dont le dernier roman Soumission, très bon roman d'ailleurs, sorti le même jour, décrit la fiction d'une France musulmane. À 10h30, deux terroristes d'Al-Qaïda Yémen, les frères Kouachi, pénètrent la salle de rédaction du journal Kalachnikov à la main et commencent par abattre Franck Brinsolaro, le policier dédié à la protection du journal, avant d'identifier et de tuer Charb, le rédacteur en chef, et de lancer, je les cite, « Vous allez payer car vous avez insulté le prophète ». Ils vont alors tuer froidement 9 autres personnes. La suite, tout le monde s'en souvient, leur cavale et leur élimination après des jours d'angoisse. Ça, plus évidemment l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe et la tuerie de l'hypercachère qui ont suivi. La France et le monde ont pleuré de concert. Et puis, une chose en entraînant une autre, on est passé à autre chose. Jusqu'aux attaques de Paris, seulement 10 mois plus tard. Pour rappel, nous sommes le 13 novembre 2015, quand une série de fusillades et d'attaques suicides islamistes sont perpétrées par 3 commandos distincts. Une première attaque a lieu aux abords du Stade de France où se joue le match amical France-Allemagne, auquel assiste le président de la République. Le personnel de sécurité leur refusant de pénétrer de l'enceinte du stade, 3 terroristes font exploser. C'est le premier attentat suicide en France. Une seconde attaque a lieu à Paris, dans plusieurs rues des 10e et 11e arrondissements, où 3 individus mitraillent des terrasses de cafés et de restaurants. 2 d'entre eux prennent la fuite, le troisième se fait exploser. La dernière attaque, la plus longue et la plus meurtrière, a lieu dans la salle de spectacle du Bataclan, où 1500 personnes assistent au concert d'un groupe américain de rock, les Eagles of Death Metal, et où 3 autres djihadistes ouvrent le feu sur le public, avant qu'un assaut des forces de l'ordre n'y mette fin et ne tue les terroristes. Le bilan officiel des victimes fait état de 130 morts et de 413 blessés. L'attentat est signé par l'État islamique dont on a parlé un peu plus tôt, qui connaît à l'époque un développement fulgurant et qui menace le monde tout entier. Avec la guerre faisant rage sur place, Daesh a décidé en effet d'envoyer ses agents en profitant de l'afflux de réfugiés gagnant l'Europe. La plupart des terroristes, donc, des attaques de Paris, étaient ou des locaux, de Syrie ou d'Irak, ou, entre guillemets, des Français et des Belges, partis rejoindre Daesh entre 2014 et 2015. Profitant de l'afflux de ces réfugiés, accueillis, je le rappelle, à bras ouverts par l'UE et en particulier par l'Allemagne, ayant plus que jamais besoin de bras pour compenser sa faible natalité, c'est via ce biais-là qu'ils ont pu regagner nos contrées, bien décidés à profiter du système et des largesses de nos gouvernements pour nous la mettre à l'envers. À ces attaques spectaculaires, qui ont marqué les esprits, il serait utile de rappeler toutes les autres, commises depuis. Préparez-vous, la liste est longue.
En 2015, l'affaire Sid Ahmed Glam. Rappelez-vous, c'était cet étudiant algérien qui prévoyait de s'attaquer à plusieurs églises, dont la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris, et responsable du meurtre d'Aurélie Châtelain, qui s'est retrouvé, semble-t-il, par hasard sur son chemin. Il y a aussi l'attentat de Saint-Quentin-Falavier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où Yassine Sali, un chauffeur-livreur, va étrangler, puis décapiter Hervé Cornara, son employeur, avant de projeter sa camionnette sur un hangar de l'entreprise classée Céveso, contenant des bonbonnes de gaz et de l'acétone, provoquant une explosion. Ensuite, la même année, il y a l'attentat du Thalys, où Ayoub El-Kazani, un ressortissant marocain proche de l'islamisme radical, tente de faire un massacre lors du trajet Amsterdam-Paris, heureusement déjoué par les passagers du train, principalement 3 Américains en vacances, dont leurs exploits feront d'ailleurs bientôt un film. En 2016, d'abord ça commence par le meurtre, enfin le double meurtre de Magnanville, où Larossi Abala, un islamiste radical se réclamant de l'État islamique, vient tuer à l'arme blanche un couple de policiers chez eux devant leur petit garçon de 3 ans. La même année, les attentats du 14 juillet à Nice, où Mohamed Laouesh Bouel, un Tunisien domicilié à Nice, conduit un camion poids lourd sur la promenade, sur près de 2 km, prenant pour cible la foule venue assister au feu d'artifice donné comme tous les ans pour notre fête nationale. L'attaque cause la mort de 86 personnes et fait 458 blessés. La même année, on a l'attentat de l'église de Saint-Étienne du Rouvray, souvenez-vous, ces 2 jeunes islamistes radicaux de Daesh, Adel Kermiche, à l'époque pourtant muni d'un bracelet électronique, et Abdel Malik, petit Jean, qui assassine et en égorgeant et en poignardant le père Jacques Hamel, un prêtre de 85 ans, et blesse grièvement un autre paroissien de 86 ans. Quelle bravoure! Ensuite, la même année, on a l'attentat de Notre-Dame de Paris. Je fais bien évidemment pas mention de l'incendie de la cathédrale, mais bien de l'attentat raté mené par 5 femmes djihadistes en septembre 2016 à la voiture piégée. Elles avaient mis, je crois, des bonbonnes de gaz dans une voiture qui n'avait pas sauté. En 2017, l'attaque des militaires du carrousel du Louvre, où Abdallah El Amleya tente d'assassiner des militaires à coups de machette. L'attaque des Champs-Élysées aussi, où Karim Cherfi tire sur un fourgon de police, tuant son conducteur et blessant 2 autres collègues. Il y a aussi également une nouvelle attaque de Notre-Dame de Paris, encore décidément, où Farid Iken, un Algérien arrivé en France avec un visa d'étudiant, attaque un policier à coups de marteau. Toujours et encore la même année, nouvelle attaque sur les Champs-Élysées, où Adam Lufti Jaziri a percuté un convoi de véhicules de la gendarmerie à bord d'une voiture chargée d'armes à feu et d'explosifs. Ensuite, toujours la même année, l'attaque de militaires à Levallois-Perret, où Hamou Ben Latrèche, un Algérien, a fauché 6 militaires à bord d'un camion de location. La même année encore, toujours en 2017 donc, l'attentat de la gare Saint-Charles à Marseille, où Ahmed Anachi tue 2 jeunes femmes à l'arme blanche. On passe en 2018. Vous voyez, ça commence déjà à faire beaucoup. 2018, les attaques de Carcassonne et de Trèbes, pendant lesquelles Redouane Lagdim, un franco-marocain, fait 5 morts, dont le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame. À Paris cette fois, une autre attaque, où Kamzat Azimov, un Tchétchène, naturalisé 8 ans plus tôt, tue un homme à l'arme blanche et fait 4 blessés. On a cette même année, fin 2018 aussi, l'attentat du marché de Noël de Strasbourg, où Shérif Shekat ouvre le feu, tuant 5 personnes et en blessant 11 autres. Début 2019, c'est quelques jours plus tard, l'attentat de la prison de Condé-sur-Sarthe, où Michael Chiolo et sa femme Anna Naboulana, venus le visiter en prison, s'en prennent aux gardiens pour, je cite, venger la mort de Shérif Shekat, son ancien codétenu, abattu par la police après l'attentat de Strasbourg. 2019 toujours, l'attentat de Lyon, pendant lequel Mohamed Hichem Medjoub dépose un sac explosif contenant des vis, des clous et des boulons devant un commerce d'une rue commerçante. L'attaque fera 14 blessés. La même année, enfin, toujours 2019, l'attentat de la préfecture de police de Paris, où cette fois, c'est l'un des propres agents de l'État, Michael Harpon, qui attaque ses collègues au couteau et fait 4 morts. En plus de l'attaque, il était habilité secret défense, le gars. La plus haute habilitation au sein de la police. Et avait ainsi accès aux fichiers de police, aux messageries professionnelles et au code d'accès de tous les fonctionnaires. Bravo.
2020, et on se rapproche. L'attentat de Villejuif, où Nathan Chiasson, un islamiste radical, tue un passant et en blesse 2 autres à coups de couteau. Il y a également l'attentat de Romans-sur-Isère, où Abdallah Amen Osman, un réfugié soudanais, tue 2 passants et en blesse 5 autres, après leur avoir demandé s'ils étaient de confession musulmane ou non. Je vous laisse deviner s'ils ne l'étaient pas. L'attaque de Colombes aussi, où Youssef Tilla fauche 3 policiers à bord d'un véhicule. Il avait sur lui un couteau et une lettre d'allégeance à Daesh. Mais plus récemment, on a l'attaque de Paris, encore une nouvelle attaque à Paris, ça remonte il y a quelques semaines, où Zahir Hassan Mehmood, un Pakistanais, décide de se venger de la nouvelle publication des caricatures par Charlie Hebdo. Il fait 2 blessés au couteau, n'ayant pas compris que Charlie avait changé de loco depuis belle lurette. Bravo à l'artiste. Et tout ça, voilà, pour nous mener à l'attentat du 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine, dont on a déjà parlé. Je suis désolé si tout cet étalage vous a fatigué. J'en ai peut-être perdu d'ailleurs 2 ou 3 en route, mais si je l'ai fait, c'est d'une part pour nous souvenir des victimes, et surtout ne pas oublier, car oublier, c'est accepter. Je dois reconnaître moi-même que je ne me souvenais pas de toutes ces attaques en préparant cette vidéo. Comme je l'ai dit, les gens oublient. Les médias ne filment et ne parlent que du direct, de ce qui se passe sur l'instant. Notre vie va à 100 à l'heure, et nous sommes abreuvés, gavés d'informations en continu. Et tout le monde oublie forcément, sauf les familles concernées, bien sûr. La réflexion que je me suis faite en me remémorant toutes ces attaques, c'est que, en fait, à quel moment on a le droit de commencer à s'énerver? À quel moment on demande des comptes? À quel moment on trouve ça plus normal, en fait? La France, c'est l'un des pays du monde les plus touchés par le terrorisme islamique. Est-ce qu'on a le droit d'en tirer des conclusions? Est-ce qu'on décide de s'attaquer au problème? Non? Personne? Alors pour condamner, c'est sûr, on est fort. Les politiques, les représentants du culte musulman, et vas-y que je te rends hommage, et vas-y que je t'organise des marches blanches, mais quand il s'agit de passer à l'action, de tailler dans le gras, de se salir les mains, plus personne. On le voit pourtant bien avec ce rappel des faits. Il faut arrêter de se mettre des œillères. Qui est la principale cible des attaques? Les non-musulmans, les gens lambda comme vous et moi, les forces de sécurité, les militaires. Et qui en est à l'origine? Des étrangers en situation irrégulière ou ce que j'appelle des Français de papier, des gens là depuis 1 ou 2 générations, mais qui ne se sont jamais intégrés aux lois, à la culture et aux valeurs du pays. Alors je dis pas que tous les musulmans sont des terroristes, loin de là. Mais en revanche, je dis que tous ceux qui ont commis des attentats, eux, l'étaient. Est-ce qu'on a vu seulement un catholique poser une bombe récemment? Ou est-ce qu'on a déjà vu un évangéliste ou un bouddhiste aller attaquer un flic à coups de couteau? Alors, comme ça, moi je réfléchis, mais non, ça me dit rien. Et vous, est-ce que ça vous dit quelque chose? Du coup, non défendu comme on serait en droit de l'être, c'est à partir de là que nous, le peuple français, on a dû composer et apprendre à vivre avec cette menace permanente au-dessus de nos têtes. On est devenu méfiant et craintif. Et à raison. On a perdu en liberté, nous auto-censurant par peur de la représaille, par peur d'être montré du doigt, d'être mis en marge de la société, d'être rejeté par sa famille ou ses amis, on a refusé de se poser les bonnes questions sur la liberté d'expression. Et lentement, inexorablement, on se soumet à ce qu'une religion étrangère nous impose. Alors là, on parle évidemment que des caricatures et de la liberté d'expression. Mais s'il fallait faire la liste de tout ce que l'islam souhaiterait et impose déjà à la société française, il faudrait probablement faire une nouvelle vidéo. Juste comme ça, sans me creuser trop la tête, je repense alors déjà au menu halal dans les cantines scolaires et dans les entreprises, pour tout le monde, pas juste les musulmans, au port du voile en public et dans les institutions, on l'a encore vu récemment, au port du burkini, il y a des horaires dédiés dans les piscines, dans certaines piscines, au refus pour les femmes d'être examinées par des médecins hommes, à demander aux obstétriciens ce qu'ils en pensent, aux critiques, insultes et agressions sur des tenues jugées trop courtes. Bref, je vais m'arrêter là, je pense qu'on risquerait d'y passer des heures. Mais au final, de par cette dictature du pas d'amalgame, entre guillemets, poussée par le gouvernement et les médias, et les risques encourus par ceux qui, comme Charlie ou d'autres, ouvrent leur gueule pour défendre bec et ongle ce principe de liberté, on se soumet lentement tout ce temps qu'on est. Et bientôt, on va se mettre à accepter l'inacceptable, voire à le défendre. Alors je dis ça avec le cas qui vient de me décider à faire cette vidéo, l'attaque terroriste du 16 octobre et la décapitation de cet enseignant. À l'heure où je vous parle, l'enquête n'en est qu'à ses débuts, et je ne vais pas me risquer à faire des suppositions hasardeuses. Ce qu'on sait, du peu d'éléments qui a fuité, c'est que le prof d'histoire géo ou d'éducation civique a montré des fameuses caricatures de Charlie Hebdo
pour argumenter autour de la liberté d'expression. Le gars qui, avec la soumission dans laquelle on vit déjà, hein, surtout chez les profs, avait pris pourtant toutes les prédispositions pour éviter de choquer ses élèves musulmans, et avait même fait sortir de classe les plus fragiles, pour ne pas les brusquer, vous voyez. Alors il a d'abord reçu des menaces, puis des plaintes de parents sur des on-dit, d'une seule élève de la classe qui, on vient de l'apprendre aujourd'hui, était même pas dans la classe en question. Et là, ils se sont mis à porter plainte et faire grand bruit auprès des réseaux sociaux. Et voilà, tout ça entre nous, hein, la vindicte populaire a encore de beaux jours devant elle. Hein. Et tout ça a amené à quoi? Eh ben, au fait qu'un autre jeune, entre guillemets, hein, de 18 ans, le gars, hein, vient de faire un massacre en scandant Allah Akbar. Quant à la réaction politique, hein, et publique, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, elle est toujours la même, hein, elle est toujours la même. 1. La défense de la liberté d'expression, le fameux «nous nous rendrons pas». Et en 2, la méthode Coué des personnalités publiques. Alors, il faut pas faire d'amalgame, hein, il faut rester unis, hein, toujours. Voilà. Un exemple tout con, hein. Après la dernière attaque, Macron a déclaré, avec toute l'émotion, hein, qu'on lui connaît, je le cite, alors vous allez retrouver exactement tout ce que je viens de vous dire. Ah, je le cite. Tous et toutes, nous ferons bloc. Ils ne passeront pas. Ils ne nous diviseront pas. C'est ce qu'ils cherchent, et nous devons nous tenir tous ensemble. J'appelle l'ensemble de nos compatriotes à faire bloc, à être unis, car nous sommes d'abord et avant tout des citoyens unis par des mêmes valeurs, une histoire. Cette unité est indispensable, avant d'assurer, à l'encontre des professeurs, que nous sommes avec eux, et que la nation tout entière sera là, à leur côté, aujourd'hui et demain, pour les protéger et les défendre, leur permettre de faire leur métier, qui est le plus beau qui soit, faire des citoyens libres. Ouais. Tout ça pour dire, et je vais vous le résumer sur les grands discours, des grands mots et aucune action concrète derrière, pour mettre un terme à ce genre d'attaque. Tout ce qui intéresse le gouvernement après ce genre d'attaque, allez, c'est simple en fait, vous faire culpabiliser, vous les Français de souche, de vouloir potentiellement reprendre vos vies en main, soit en votant pour un autre parti, hein, le fameux parti de la haine, entre guillemets, soit en cherchant à vous défendre ou à vous communautariser comme ceux d'en face le font. Le gouvernement n'en a rien à foutre de vous, de votre sécurité, de votre culture ou de vos croyances. Ce qu'il veut, c'est éviter un embrasement du pays quand vous aurez réalisé à quel point votre vie a changé depuis quelques années et à quel point vous en avez ras le cul. On nous dit que les services secrets stoppent des attaques tous les jours depuis des années. Bah, très bien les gars, chapeau. Mais si on s'attaquait à la racine du problème, aux causes et non aux conséquences, c'est bien beau de tenir à jour un registre de fichiers S, si on n'a pas assez de moyens ou d'hommes pour les surveiller tous. Alors maintenant, si vous me demandez ce qu'il faudrait faire, moi j'en sais rien. Hein. J'ai pas toutes les données en main pour trouver une vraie solution au problème, à part peut-être ouvrir les bagnes et y envoyer tous nos fichiers S en vacances longue durée. Le récapitulatif que je viens de vous faire devrait vous permettre d'en tirer vous-même les conclusions. Sans réponse politique forte, concrète et rapide au radicalisme islamiste en France, nous sommes perdus en tant que peuple. C'est perdu. Personne n'a envie de mourir ou voir ses proches mourir pour un dessin ou une parole. Alors on s'auto-censure par peur de la réaction. On se soumet en silence. L'esprit du peuple est déjà corrompu sur cette question. On a été surpris, choqué, terrorisé, et on est même en phase d'être soumis à une doctrine qui n'est pas la nôtre, et contre laquelle il est interdit par la loi de se rebeller. Une doctrine avec laquelle on a donc appris à composer et à s'habituer. Je suis quand même très sceptique sur la possibilité d'un réveil du peuple. Hein. Il est presque déjà trop tard pour ça. Le multiculturalisme et les politiques complices ont trop bien œuvré. Les bases du peuple français, le peuple autochtone de ce pays, sont trop fragilisées. Bientôt, on n'aura pas d'autre alternative que de nous soumettre complètement, en acceptant l'inacceptable, partir ou mourir tout simplement. Vous trouvez que j'extrapole, que je vais trop loin? Eh ben, vous verrez que j'ai raison. Il est pratiquement trop tard pour faire marche arrière. Notre seule solution, c'est de rester fort, nous communautariser, nous aussi, et demander des comptes. Seul, on n'est rien. Juste un agneau à égorger, alors qu'ensemble, on peut encore lutter. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la partager avec ceux qui pensent comme nous. En attendant, c'était Renard, et je vous dis à très bientôt sur Bon Sens Paysan, la chaîne écolo-nationaliste.